Et bonjour à tous, bienvenue pour ce 12e numéro de La Perme. La Perme, votre journal politique du confinement, qui a pour but non pas seulement d'informer, mais d'aborder politiquement la période exceptionnelle que nous sommes en train de vivre et de dégager des pistes de lutte pour maintenant et après. Alors, comme d'habitude, je vous encourage à partager déjà cette vidéo pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre et que ça puisse amener plus de gens à participer au débat qu'on va installer en seconde partie d'émission. Je vous invite aussi à liker la vidéo, mais aussi la page, de vous abonner à la page pour suivre notre actualité et suivre les prochaines émissions qui vont arriver dans les jours qui arrivent. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire un don et nous soutenir via le lien qui s'affiche à l'écran. Enfin, comme toujours, nous avons fait cette formule pour vous donner la possibilité de poser vos questions et remarques aux invités et je les ferai remonter en deuxième partie d'émission. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions et pour cela, rien de plus simple, vous le faites dans la rubrique commentaires de ce live. Alors, pour ce 12e numéro, nous allons parler des prisons, du cas des prisons avec le Covid-19 et nous allons en profiter pour faire un état des lieux des prisons, et sachant que je parle des prisons dans un sens très large de tous les lieux d'enfermement en France. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Antonin Bernanos. Bonjour Antonin. Bonjour. Bonjour, alors toi tu es militant de l'action antifasciste Paris-Banlieue et tu es aujourd'hui en semi-liberté, et tu as fait plusieurs années de prison suite à tes engagements politiques. On va en parler durant cette émission. J'ai aussi le plaisir de recevoir Fatira Ketab. Bonsoir Fatira. Bonsoir. Bonsoir, alors toi tu es militante associative et humanitaire, tu es engagée dans plusieurs luttes, dans beaucoup de luttes, et notamment l'accueil des migrants, les violences policières ou bien l'accompagnement des mineurs maghrébins isolés. On va aussi en parler en début d'émission. Et enfin, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Rouillant. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Bonsoir, alors toi tu es militant antifasciste, tu as milité dans plusieurs groupes révolutionnaires, dont Action Directe, avant de faire 28 ans de prison, et tu es l'auteur de nombreux livres, dont Chronique carcérale 2003-2007, qui a été publié à Agone en 2008, ou dernièrement 10 ans d'action directe, un témoignage qui a été publié aussi à Agone, il me semble, en 2018. Oui, bien sûr. Alors, avant de commencer vraiment le débat sur la situation dans les prisons avec le Covid-19, je voulais qu'on parle de l'actualité là, notamment politique et notamment du contexte du confinement. Notamment avec toi d'abord, Fatira. Toi, comme on l'a dit, tu es très engagé dans les luttes, notamment dans le quartier du 18e, notamment auprès des mineurs maghrébins isolés. Comment ça se passe là actuellement avec le confinement ? Alors, en fait, il faut préciser d'abord que le début du confinement a coïncidé en fait avec le démarrage de la campagne électorale et des élections municipales. Et donc, il y avait déjà eu dans le quartier du 18e arrondissement des consignes politiques pour mettre en place beaucoup plus de forces de l'ordre, sachant que le quartier du 18e arrondissement et notamment le quartier de la Goutte d'Or est déjà une zone de sécurité prioritaire, classée comme une zone de sécurité prioritaire, où le nombre de policiers est assez important. Et là, donc, on a vu en fait des renforts policiers, encore une fois, qui passaient en fait leur temps à faire des contrôles aux faciès. Donc, moi, j'accompagne en particulier, pour être plus précise, un groupe de mineurs marocains. Et donc, on passe du temps ensemble dans le quartier de la Goutte d'Or à essayer d'identifier un peu leurs problématiques, les accompagner, etc. Et il s'avère que dans le coin, en fait, sur le territoire qu'on occupait dans la Goutte d'Or, on voyait plusieurs fourgons passer. Dans la journée, on a dû avoir, dans une seule journée, au moins 5-6 contrôles espacés de 10 minutes. Voilà. Donc, à la question, j'ai posé la question à un policier, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pourquoi autant de contrôles ? On nous a fait comprendre qu'il y avait des consignes politiques dues aux élections municipales et qu'en gros, il fallait un petit peu nettoyer un peu le quartier.
Et Mhm. d'ailleurs, monsieur le préfet était venu faire une opération de communication à la station Barbès, en venant lui-même avec une équipe de journalistes, en expliquant que ça y est, tout allait, que voilà, ils allaient, je ne sais pas, gérer le problème de la Goutte d'Or, de Barbès, et on ne sait pas exactement quel est exactement ce problème. Enfin, du point de vue Mhm. des politiques. Donc, du coup, il s'est passé qu'avant la période de confinement, il y a au moins 3/4 du groupe que moi j'accompagne, donc les mineurs isolés, se sont retrouvés en prison. Déjà. Donc, on a commencé à recevoir des appels, des jeunes qui disparaissaient. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc déjà, je pense que c'était un peu pensé. D'accord. Euh, voilà. Et une dernière question sur ça, est-ce que malgré le confinement, tu peux continuer à mener ton combat et est-ce que tu peux aller à la rencontre de ces mineurs, ceux qui restent encore dans les rues ou pas du tout? Non, c'est vraiment dans le quartier de la Goutte d'Or, là, en ce moment, c'est trop compliqué. Dès que les jeunes arrivent dans le quartier, ils sont vraiment chassés à un point tel que maintenant le nombre de policiers est supérieur aux jeunes qui sont dans le quartier. Tous les commerces sont permis. Il doit y avoir peut-être 2 petits snacks qui sont ouverts dans le quartier de la Goutte d'Or. Mais sinon, non, les jeunes ne peuvent pas stationner dans le quartier. Ils ne peuvent pas. Donc, je pense que pour les policiers, c'est un peu une aubaine, quelque Mm. part, Mm. parce que finalement, c'est ce dont ils ont toujours rêvé, en fait. C'était de pouvoir chasser ces jeunes dont la présence est trop visible. On n'est Mm. même pas à la Goutte d'Or, on n'est même pas, je n'exclus pas qu'il y a un problème de délinquance à la Goutte d'Or, qu'il y a Mm. un problème d'économie souterraine à la Goutte d'Or, et ça ne sert à rien de le nier, parce que si on le nie, ça veut dire qu'on n'apporte pas des solutions pour ces jeunes. Hein, des solutions au niveau éducatif, au niveau formation, au niveau financier, etc. Mais au-delà de ces problèmes de délinquance, ce qui gêne les pouvoirs publics, tant la municipalité socialiste que l'État macroniste, c'est la présence de ces Maghrébins. C'est Mm. la présence de ces Maghrébins. Parce on va dire, il y a la moitié des jeunes qui ne sont pas du tout dans la délinquance et qui viennent dans ce quartier parce que nous, on l'appelle le quartier de solidarité prioritaire, en fait. C'est là, en fait, où les primo-arrivants maghrébins arrivent. On sait très bien que Barbès, c'est un quartier qui est connu même mondialement, j'ai envie de dire, pour être un peu le quartier arabe au pied de la butte Montmartre, où il y a des commerçants arabes qui vendent des tissus, des commerçants d'Afrique noire aussi, etc. Donc, c'est le quartier d'Afrique, on va dire, le quartier africain de Paris. Mm. Mais il y a cette volonté d'invisibiliser cette population indigène, en fait. Mm. Bien. D'accord. Alors, Jean-Marc et Antonin, comme je l'ai dit, là, on est dans une période de confinement où tous les Français sont bloqués chez eux. J'imagine qu'on l'aborde très différemment, cette période, cette expérience, quand, comme vous, on a vécu l'expérience de la prison, non? Bon, Antonin, tu réponds là où je peux répondre, étant le plus ancien. Oui, bien sûr, le confinement, c'est une forme de prison. Quand on parle d'enfermement, d'ailleurs, euh, Antonin porte le bracelet, moi je l'attends. Après une vie comme la mienne, on rentre, on sort, on confond les deux espaces. Et euh, moi je pense que, ayant vu quelques personnes vivre en confinement, ils vivent un peu comme les prisonniers. Ils prennent les mêmes habitudes que les prisonniers. Il y en a qui deviennent des nettoyeurs d'appartements à mort, les autres Mais tous ces caractères, je les ai connus en prison. Et donc, là, nous avons le problème de toute une population enfermée. Je ne parle pas des travailleurs qui ont encore la possibilité de sortir, mais pour ceux qui vivent vraiment enfermés,
ils vivent une forme de prison, avec tous les caractères qu'on rencontre, parce qu'en prison, il y a aussi des gens qui découvrent la prison, et on les voit évoluer progressivement dans le même sens que le confinement actuel, avec de la rage, avec de l'abattement, avec toute une série Et ce qui va se passer, c'est comme après la prison, après le confinement, il y aura des problèmes psychologiques dans la population extrêmement importants. Et plus rien, parce que le pouvoir veut continuer et remettre tout en route après le confinement. Non, je pense que la population va avoir d'énormes difficultés à accepter par je ne sais pas, par toute une pression sociale, va accepter de revenir comme avant. C'est ça je ne sais pas comment Antonin le voit, mais... Non, mais moi déjà, juste pour petite précision, hein, parce qu'il y a des petites erreurs qui ont été posées. Moi, en fait, je suis ni en semi-liberté, ni sous bracelet électronique, concrètement. Hein, je suis en contrôle judiciaire avec assignation à résidence dans la maison de ma grand-mère en Provence. Là, ça fait 6 mois. Donc, je suis sorti de prison il y a 6 mois et depuis, je suis assigné à résidence. Donc, pour moi, très concrètement, pour moi, il n'y a pas un changement fondamental entre le confinement et le non-confinement. Et petite autre précision aussi, je n'ai pas passé des années en prison, mais j'ai fait 4 allers-retours en prison pour différentes affaires depuis 2016. Et sans compter les mois sous bracelet, les mois sous contrôle judiciaire, les mois en assignation à résidence, j'ai fait un peu moins de 2 ans de prison. Donc je ne sais pas si j'aurai toute la légitimité pour parler de tout ça, mais moi j'ai l'impression que effectivement, on peut faire un parallèle entre ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle pour tout le monde et la situation d'enfermement en détention. Mais il y a quand même quelque chose qui est totalement différent là, c'est qu'on ne vit pas tous les mêmes enfermements. Alors que même si en prison aussi, on ne vit pas tous les mêmes détentions, qu'il y a des formes d'inégalité, il y a aussi des formes de vivre sa détention pas des mêmes façons. Là, on a quand même des cas qui sont totalement différents en fonction des différents secteurs de la population. Et ça, je pense que c'est important de le préciser. Parce qu'aujourd'hui, oui, effectivement, je pense qu'il y a certaines personnes, il y a certaines catégories sociales qui vivent des confinements qui se rapprochent beaucoup de la prison. Les personnes qui sont dans les EHPAD aujourd'hui, les foyers d'immigrés et les personnes qui y résident. La situation dans les quartiers populaires, hein, quand il s'agit de vivre dans des appartements très exigus ou dans des squats, souvent dans des relations de promiscuité importantes. Mais la différence là est quand même sur la différence qu'il peut y avoir avec des gens qui sont dans des grands appartements à Paris, des gens là comme moi qui sont dans la maison de leur famille avec un jardin, etc. Là, je pense que c'est important de marquer cette différence dans le confinement. Alors, écoutez, on va commencer sur le cas de l'épidémie. Donc, on a des retours alarmants dans les prisons. On a des retours des détenus et des proches des détenus qui sont inquiets face au danger de l'épidémie, d'autant plus que les règles sanitaires sont très loin d'être respectées et qu'on est devant des prisons qui sont surpeuplées. Donc, est-ce que le risque est réel, le risque de contamination dans ces prisons? Et est-ce que vous avez des infos là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bon, moi, j'ai des infos seulement des maisons centrales, donc c'est des problèmes aussi, comme dit, de différenciation dans le régime des maisons d'arrêt et autres centres de détention. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne saura pas précisément ce qui se passe en prison. On l'a vu lors de l'épidémie de sida. Moi, j'étais détenu à l'hôpital de Fresnes et tous les jours partaient des sacs de viande montés dans des ambulances, ce qui est un délit, pour faire disparaître ces morts prisonniers, pour les faire passer comme morts pendant le transport à l'hôpital, c'est-à-dire hors de détention. Et on n'a jamais entendu parler de tous ces jeunes qui ont disparu durant toute la période 87 à 90 de cette épidémie du sida en prison. Jamais on en parle, jamais on en a entendu parler. Et s'il y a effectivement de nombreux morts aujourd'hui du Covid dans les prisons,
on n'en entendra pas parler, ou très peu. Ouais, on va faire en sorte que ce ne soit pas comptabilisé dans les prisons. Voilà, c'est toujours pendant le transport à l'hôpital où on attend qu'il soit vraiment mourant pour le sortir, etc., etc. Là, on a une petite chance avec le Covid en prison, c'est que la population pénitentiaire est assez jeune. Ouais. D'où le principal crime de Belloubet. C'était la décision de garder de nombreux prisonniers qui sont âgés, qui ont d'autres pathologies. La première décision qu'elle devait prendre, c'était de sortir ces détenus-là très rapidement. Et après, tous les détenus fin de peine. Okay. Antonin ou Fatira? Ouais, comme tu veux. Fatira, toi, ce serait plus sur les centres de rétention, non? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des comme je disais, donc juste avant le confinement, on a eu un problème d'incarcération, de trop d'incarcération de jeunes en mandat de dépôt, donc. Donc, nous, il y a des avocats, parce qu'on travaille avec des collectifs d'avocats pénalistes, qui nous ont appelés disant, voilà, Madame Belloubet a annoncé qu'elle procéderait à des remises en liberté. Donc, c'est le moment, en fait, de faire des demandes de remise en liberté pour ces jeunes qui, soit sont en fin de peine, ou soit sont en mandat de dépôt. Voilà. Et de trouver, comme ce sont des mineurs, la plupart que nous gérons, hein, donc c'est vraiment particulier, les mineurs, et de trouver des alternatives à l'incarcération. Oui, parce que... Oui. Excusez-moi, petit bug. Tu nous Parce que, en fait, le problème des mineurs sans papier, mais aussi des majeurs sans papier, mais là, je vais parler des mineurs sans papier, c'est que, compte tenu de l'ordonnance de 1945, on est censé trouver des alternatives à l'incarcération. Au moins pour les jeunes qui ne sont pas reconnus comme de grands criminels ou qui ont entre, on va dire, 13 et 16, 17 ans. Ou alors pour ceux qui ne sont pas multirécidivistes. Sauf que nous, ce qu'on constate, c'est que les peines de prison sont systématiques en général pour les mineurs sans papier. Voilà. Et donc, on a fait avec des avocats pour des jeunes des demandes de remise en liberté pour des raisons liées au Covid-19. Et aux audiences, en fait, on nous a répondu tout simplement que non, parce qu'il n'y avait pas de foyer. Voilà. Donc, il n'y a pas de foyer, et on parle bien de mineurs, on ne parle même pas de majeurs. Il n'y a pas de foyer, donc les mineurs ne sortent pas de prison. C'est-à-dire que maintenant, la prison est considérée comme un foyer, comme une mise à l'abri. Donc, c'est complètement, scandaleux. Enfin, de toute façon, ce genre de traitement, j'écoutais l'émission avec Amal Bentounsi la dernière fois sur Parole d'honneur et je suis désolée, j'ai oublié son nom, le militant. Yamin Makri. Voilà, et j'ai retenu quelque chose d'intéressant qu'il disait dans son analyse quand il disait que cette situation de confinement est révélatrice d'un fonctionnement vis-à-vis des populations, en tout cas immigrées ou indigènes. C'est-à-dire que tout simplement, même en situation normale, quand il s'agit de remettre en liberté des mineurs sans papier qui sont en fin de peine et pour lesquels on doit trouver des alternatives, des foyers, des contrôles judiciaires, des alternatives, des assignations à résidents, enfin des choses comme ça, des bracelets électroniques, etc. Oh ben non, non, c'est pas possible, on ne trouve pas. Donc on prolonge le maintien en détention. Et le maintien en détention est considéré comme une mise à l'abri pour les mineurs isolés étrangers. Voilà, à Paris et dans d'autres départements aussi, enfin que je connais pas, mais en tout cas moi je connais bien Paris. Donc voilà, et ensuite c'est une façon aussi de prolonger la détention jusqu'à la majorité. Et une fois à la majorité, qu'est-ce qu'on fait? On les attend le matin, 6h du matin à la sortie. La police des frontières les attend en disant maintenant vous allez au centre de rétention. Et vous allez faire le reste en centre de rétention et on va essayer de vous expulser.
Voilà. Et donc, les jeunes sont tellement des fois épuisés et marqués par leur, comment dirais-je, leur séjour en prison. On a eu un suicide il y a quelques semaines d'un jeune au quartier mineur de Fleury-Mérogis. C'est très, très grave. On a des témoignages effarants. Donc là, pour l'instant, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se monter. Mais un suicide, alors on sait qu'il y a eu ce suicide, et malgré tout, on continue à mettre des mineurs de 15 ans, sous prétexte qu'ils sont marocains, algériens, tout ce que vous voulez, en prison dans un quartier réputé problématique, le quartier mineur de Fleury-Mérogis. Fleury-Mérogis, c'est la prison où il y a le taux de suicide le plus important. Donc, ils ont beau parler de surpopulation carcérale, ça ne marche pas. Fresnes, c'est aussi une prison où il y a beaucoup une surpopulation carcérale. Il n'y a pas autant de suicides. Il y a un problème à Fleury-Mérogis. Voilà. Et toutes les enquêtes qui ont été menées ne sont pas publiques. On ne sait même pas ce qui se passe dans cette prison. On ne sait pas ce qui se passe. Et on a l'impression qu'un mort en prison, même s'il a fait que 1 mois de prison, et des fois c'est un mandat de dépôt, hein, il a été reconnu innocent. Mais c'est je sais pas, c'est un rat. C'est un rat. C'est pas un homme, c'est un rat. Voilà. Il a fait de la prison, alors que c'est des jeunes qui ont une histoire, qui ont un parcours. Ce sont des personnes qui font tout pour s'en sortir et qui se retrouvent parfois en prison tout simplement parce qu'ils sont l'objet d'une chasse des policiers qui veulent absolument faire du chiffre et faire du chiffre et faire du chiffre, et qui ont décidé via les contrôles aux faciès, de dire ah bah tiens, toi, on va te mettre en prison. Et en plus, il y a eu la grève des avocats. La grève des avocats pour les mineurs, ça a été catastrophique. Ouais. Plein de jeunes sont partis en prison sans avocat, ni en garde à vue, ni à l'audience en comparution immédiate. Donc, en fait, ça a été une période, en fait, très compliquée, quoi. Donc, je pense qu'on va revenir là durant cette émission, surtout cette situation, notamment le cas des prisons hors Covid. Antonin, est-ce que tu peux nous faire, est-ce que tu as des retours sur l'épidémie en prison Oui, moi, j'ai eu différents retours, hein, mais déjà pour expliquer d'un peu de là où je parle, hein, parce que c'est pas que des retours que j'ai eu moi personnellement. Là, en ce moment, je suis en train de participer à un projet d'enquête militante collective là, sur la constitution d'un observatoire de l'état d'urgence sanitaire, avec différents camarades d'horizons totalement différents sur l'ensemble du territoire. Et donc, on est en train d'enquêter en fait dans 6 terrains différents, mais que nous, on pense être un seul et même champ de lutte, à la fois les territoires colonisés, les quartiers populaires, les prisons, les centres de rétention administrative, les foyers d'immigrés, avec les camarades gilets noirs, ceux qui prennent en charge cette enquête particulièrement, et les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, à l'intérieur de cet observatoire, il y a une section prison sur laquelle moi, je travaille avec différents camarades proches de détenus et personnes incarcérées. Et on a mené une enquête en menant des entretiens, en récupérant la parole des détenus, en essayant aussi de faire une recension de toutes les révoltes qu'il y avait eu, parce que là, pour le moment, on n'en a pas encore parlé, mais le coronavirus en prison, c'est aussi en fait énormément de résistance, de révolte, à travers le monde dans les prisons, mais également en France. Là, ce qui est en train de se passer en termes de résistance en France, je crois que c'est assez inédit. Inédit. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu des révoltes organisées au même moment de cette ampleur-là. Et oui, les retours, moi, je rejoins tout ce qui a été dit. Alors, ce serait long de présenter tous les résultats. Il y a des résultats d'enquête, des synthèses d'enquête, différents matériaux d'enquête aussi qui vont être publiés là prochainement sur le site Actazone, sur un encart spécial concernant l'Observatoire. Mais oui, je rejoins tout ce qui a été dit. Il y a des situations qui sont assez dramatiques au niveau de la gestion sanitaire à l'intérieur. Les révoltes, concrètement, elles sont motivées par le fait qu'il y a un décalage total en fait entre ce qui est annoncé, entre ce qui est fait à l'intérieur et ce que subissent les détenus. C'est-à-dire qu'avec l'interdiction des parloirs, notamment, qu'il y a eu, ça, c'est quelque chose qui change énormément de choses dans la vie des détenus, à la fois au niveau des relations qu'ils ont avec leurs proches, mais aussi à la fois au niveau de comment on lave le linge, comment aussi on fait rentrer des objets à l'intérieur de la prison qui régissent aussi les vies en détention, comment on monte des modes de solidarité, etc. Bref, cette interdiction, elle a eu beaucoup d'impact.
Sauf qu'en fait, à l'intérieur, concrètement, il y a très peu de choses qui ont changé. Il y a le confinement en prison, la plupart des témoignages qu'on a, c'est que c'est la même chose avec juste des punitions en plus. Il y a des surveillants, des détenus qui ne sont pas équipés, des douches qui continuent à se prendre collectivement dans les mêmes espaces qui ne sont pas nettoyés, la livraison des repas qui se fait en fait avec des surveillants et des auxiliaires qui ne sont pas non plus équipés. Bref, il y a des risques très importants et il y a un décalage total entre ce qui est annoncé par l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice et ce que nous, on entend depuis l'intérieur des prisons, aussi bien en termes de nombre de malades, aussi bien en termes de gestion. En termes de morts, on sait qu'il y en a eu un au moins à Fresnes le 16 mars dernier, il me semble. Mais il y a vraiment un décalage total et une gestion qui est vraiment catastrophique. Je sais qu'à la prison de la Santé, par exemple, au moment où ils annonçaient 4 personnes contaminées sur l'ensemble du territoire en détention, nos informations, c'était qu'il y avait au moins 6 personnes testées et contaminées positives au coronavirus à la Santé et plus d'une trentaine de personnes qui étaient soupçonnées d'être contaminées. Donc il y a vraiment une différence totale entre ce qu'on va avoir comme annonce au niveau des prisons et ce qui va se passer à l'intérieur. Là, les quelques articles qui sortent éventuellement dans les médias, c'est principalement pour parler de ce qu'ils appellent les émeutes, de ce qu'ils appellent les mutineries, de ce que nous on appelle les résistances. Mais ce n'est pas pour annoncer ce qui se passe réellement en prison. C'est pareil, hein, parce que là, quand on parle de prison, je pense, moi, les informations que j'ai, elles sont surtout de maisons d'arrêt. J'ai très peu d'informations en centrale, je n'ai pas beaucoup de contacts là-bas, mais il y a d'autres personnes qui travaillent aussi sur la question des CRA, des centres de rétention administrative. Là, il y a des révoltes qui sont en train d'être menées parce que la situation, c'est pareil. Concrètement, là, au centre de rétention au Ménilamlo, il y a eu une grève de la faim qui avait commencé le 31 mars, différents mouvements de révolte. Et là, depuis quelques jours, il y a eu des blocages aussi qui, en fait, attestent la même chose que ce qui se passe en détention. Il y a, en fait, une gestion qui est catastrophique aujourd'hui du coronavirus. Le virus qui se répand de plus en plus à l'intérieur des prisons et aucune aide qui est apportée, aucune mise en lumière de ces situations-là, quoi. Ben, justement, là, tu parlais de ce que les gens appellent les émeutes, de ce que toi, tu appelles des résistances. Est-ce que Jean-Marc et Fatira, vous avez aussi des retours de ces résistances qui ne sont pas seulement dans les prisons, on a vu aussi dans les centres de rétention où ils sont dans des situations absurdes où ils doivent attendre des avions, mais les avions ne vont pas venir avant des mois et des mois, donc ils vont être bloqués là pendant un long moment. Est-ce que déjà vous avez des retours sur ça? Et je me pose une question qui peut paraître naïf, mais les surveillants de prison, eux aussi, ils ont un risque dans ces prisons d'être contaminés par ce Covid, s'il devient des foyers de contamination. Et pourquoi eux, ils ne protestent pas non plus? Alors, moi, ce que j'ai entendu sur les surveillants de prison, en tout cas avec les avocats, c'est que quand on avait eu l'annonce de Nicole Belloubet sur les remises en liberté, il y a des syndicats de surveillants qui s'étaient associés à la demande de remise en liberté maximale des détenus, hein. Enfin, je veux dire, mais apparemment, ça a été mal fait d'un point de vue juridique. Enfin, voilà, ça n'a pas été très, très bien monté, ni vraiment suivi politiquement. Mais eux aussi ont pris conscience du risque que la promiscuité dans certaines prisons augmentait le risque de contamination du coronavirus et que ça représentait un danger pour eux-mêmes. Et donc, ils se sont associés à cette initiative de demande de remise en liberté des personnes. Après, au niveau des actes de résistance, c'est très compliqué d'avoir des informations parce que l'accès maintenant aux institutions, elle est très difficile. Nous, on n'a plus de parloir. Donc, on ne peut plus avoir d'informations. Les parloirs, c'est terminé. Il y a une espèce de… j'ai l'impression qu'on est un peu en situation de grève. Il y a une situation de service minimum dans les au niveau du service public. Donc, pas moi personnellement, là pour l'instant, nous on est inquiets parce qu'on sait qu'ils sont, à part leur envoyer de l'argent pour faire en sorte que ça soit le moins pénible possible et qu'ils puissent au moins cantiner et rendre leur séjour un peu plus agréable, etc. On ne peut pas. Les mouvements sont complètement limités aujourd'hui. Toutes les activités sont supprimées dans les quartiers mineurs.
activités sportives, culturelles, écoles, comme ce qui se passe à l'extérieur. Donc, imaginez ce que ça représente. Déjà, pour nous, c'est hyper pénible. Alors, imaginez ce que ça représente en prison. C'est une respiration pour eux de pouvoir aller faire du foot ou alors de faire un petit ping-pong et de rentrer pour la gamelle à 18 heures. Donc, non, non, là, c'est très difficile. Alors après, sur les résistances, moi, j'ai pas de retour. Oui, c'est difficile, et sachant que, je veux dire, on est parti pour que ça dure longtemps, quoi. Je veux dire, pour certaines personnes, ça veut dire plus d'1 an. Donc, est-ce que ça veut dire plus d'1 an sans parloir, sans sortie? Jean-Marc, vous voulez ajouter un truc? Non, moi, je pense que l'épidémie en prison n'a pas la même temporalité qu'à l'extérieur. Là, par exemple, je lisais ce matin sur les prisons en Espagne, l'épidémie commence maintenant, 3 mois après le début vraiment de l'épidémie à l'extérieur. Donc, je pense que nous sommes à la première phase de l'épidémie en prison, et que ça pourrait devenir beaucoup plus grave dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, je pense que la réponse, bon, comme sur tout dans cette épidémie, la réponse du gouvernement a été tellement nulle, falsificatrice, mensongère, et sur les prisons, ça sera encore pire. Pour tout en prison, c'est le secret d'État. Même pour les quartiers de mineurs, comme la camarade le rappelait, pour tout, c'est un secret d'État. Et quand tu dis que les syndicats de surveillants ont approuvé la libération, pas tous, il y en a qui ont parlé de libération des voyous encore, et toute leur propagande de merde. Eux, ils ne sont pas dans la situation des prisonniers, ils ne veulent pas y être. Chaque fois, on leur disait l'amélioration des conditions des prisonniers, c'est aussi votre amélioration de conditions de travail, de vie. Mais ça, ils ne veulent pas l'entendre. Ils sont une force de répression. Ils disent, nous sommes comme la police. Donc, comme disait le préfet l'allemand, on n'est pas dans le même camp. Et ils le disent à chaque fois aux prisonniers, quoi. On n'est pas dans le même camp. On ne peut pas œuvrer ensemble à une solution d'amélioration. Voilà. Ouais, après, sur la question, si je peux juste me permettre, sur la question des libérations, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus, hein. Il y a eu notamment beaucoup de témoignages de personnes en fait, qui étaient incarcérées en centre de rétention pour des défauts de papier, qui en fait, à la sortie de centre de rétention, sont réincarcérés. Donc, quelle logique en fait de libérer des gens de centre de rétention en fait, pour les réincarcérer en prison derrière. Et par ailleurs, moi, je pense que en fait, il faut concrètement, ces 5000 libérations là, qui ont été annoncées, il faut les voir pour ce que c'est. Concrètement, c'est un effet d'annonce, premièrement, pour cocher la case, c'est bon, on a réglé la question des prisons. Et deuxièmement, c'est aussi un outil, en fait, pour réprimer à l'intérieur des prisons et pour empêcher les mouvements de lutte et les mouvements de révolte d'avoir lieu. Parce que là, on l'a vu tout de suite, en fait, quand on a annoncé ces 5000 libérations, la ministre de la Justice, elle a assorti ça par contre, si jamais vous participez aux révoltes, s'il y a des problèmes de comportement, vous ne serez pas libéré. Mais on parle de quoi là? On parle de 5000 libérations. On ne parle pas de 70 000 libérations. On parle de 5000 libérations concrètement. Qu'est-ce que c'est ces 5000 libérations aujourd'hui en termes de surpopulation pénale? En fait, on s'aperçoit encore une fois au niveau de nous des informations qu'on a pu avoir de l'intérieur que ça fait partie clairement aussi de la stratégie de l'administration pénitentiaire, de promettre à tout le monde là en ce moment qu'ils vont être libérés, et une partie des gens y croient, qu'ils soient en fin de peine ou pas en fin de peine, qu'ils soient en mandat de dépôt ou pas en mandat de dépôt, alors que rien n'a été annoncé pour les mandats de dépôt, excusez-moi, pour ceux qui sont en détention provisoire, en gros, qui en attente de jugement. Bref, ces libérations-là, concrètement, c'est bidon. On a la gestion, on a une gestion là, on annonce 5000 libérations. Très clairement, la gestion, elle a pu être gérée autrement ailleurs. L'Iran, ils ont libéré 70 000 détenus. Ouais. Il y a eu d'autres, il y a eu d'autres États aussi qui ont pris des décisions différentes. Là, c'est bidon. Là, très concrètement, ça sert à faire d'un côté un effet d'annonce, de l'autre côté museler les révoltes en prison, c'est tout. D'autant plus que quand on ne connaît pas en fait le chiffre des prisons, quand on ne connaît pas le problème, on a l'impression que 5000 pseudo-prisonniers libérés, c'est énorme. Il y a vraiment cette sensation que là l'État essaye de faire quelque chose contre la surpopulation. Et là, par rapport au Covid, certains disent que, et tu l'as abordé, Antonin,
qu'il est essentiel pour la santé des prisonniers, mais aussi plus largement des surveillants et de leurs proches, et de l'approche des prisonniers et des surveillants, de libérer les prisonniers de ces établissements qui peuvent devenir des foyers de contamination. Et certains pays, comme tu l'as dit, Antonin, dont l'Iran, ont déjà pris cette mesure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est la solution à faire? Est-ce que c'est la solution à prendre? Mais est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Est-ce que vous pensez que l'État français est prêt à prendre cette décision? Il le devrait. Il le devrait. 5000 prisonniers qui sortent, c'est ce qui sort en 2-3 mois de détention. Habituellement, de la détention, il sort pas autant de prisonniers parce que la peine moyenne, c'est 2 mois, un peu plus de 2 mois. Donc, ils sortent habituellement. Là, nous avons... Comment? Je n'ai pas entendu, moi. Il y a des détenus qui sont en fin de peine. Il faut dire toujours, il y a un tiers de prisonniers qui sont libérables immédiatement. Un tiers, ce n'est pas 5000 sur 70 000. Et quand je parlais des détenus âgés et des détenus qui ont une maladie grave, c'est une décision qui peut être prise immédiatement. Les lois elle peut utiliser les lois en vigueur pour ça. Donc, je pense par exemple au camarade Georges Abdallah, qui est depuis 36 ans en prison, qui est libérable depuis 99, et que Belloubet a dit qu'elle n'était pas prête à le lâcher. Ça veut dire quoi? Elle portera la responsabilité de sa mort et comme de la mort de nombreux détenus qui sont déjà atteints. Je pense à des détenus basques et je ne parle pas des prisonniers sociaux qui ont des maladies extrêmement graves et qu'on devrait libérer mais en quelques heures. Et ils ne veulent pas prendre cette décision. Ils s'y refusent. Quelqu'un veut ajouter un point là-dessus? Je voulais réagir en fait sur la question comment la société se représente un prisonnier, que ce soit au niveau de politique ou au niveau de la société en général. J'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, un prisonnier, c'est quelqu'un d'extrêmement, une espèce de monstre, et quand il va sortir de l'établissement, je ne sais pas, il va tuer tout le monde, il va mettre une bombe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un danger pour la société. Oui, non, mais je veux dire, il y a énorme. C'est parce qu'on a fabriqué en fait cette image du prisonnier. Il y a énormément de personnes qui n'ont rien à faire en prison. Je veux dire, on met des toxicomanes en prison. Moi, je vois que la gestion de la toxicomanie aujourd'hui, c'est la prison. Vous imaginez un petit peu ce que ça représente pour un toxicomane de se retrouver dans une prison. Maintenant, on met de plus en plus de mineurs, de plus en plus jeunes en prison. Ça les détruit. La prison, ça détruit les jeunes. Ça détruit les jeunes. Je ne vais pas dire c'est l'école du crime, etc. Pour moi, ça ne veut rien dire, ces trucs-là. Ça détruit psychologiquement. Nous, on a vu des jeunes sortir de prison détruits, vraiment détruits. Il y a des surveillants qui n'hésitent pas à détruire du jeune de 13 ans quand même. Ces jeunes n'ont rien à faire en prison. Et ça s'inscrit, cette histoire de prison, dans un choix idéologique des autorités politiques qui est le tout sécuritaire. Je reviens au quartier de la Goutte d'Or. La prison, c'est une continuité, j'ai envie de dire, du quartier de la Goutte d'Or. Vous verrez que il y a un éducateur pour, je ne sais pas, 500 policiers. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette politique? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une idéologie sécuritaire qui va en s'accroissant dans ce pays. Il y a certainement ils ont fait des annonces comme quoi ils allaient augmenter le nombre d'établissements pénitentiaires. Donc ça ne va pas du tout avec on va libérer des prisonniers déjà. Au lieu de dire on va réfléchir sur le pourquoi il y a autant de prisonniers, pourquoi il y a cette surpopulation carcérale qui va aussi avec un problème de misère sociale. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en prison. C'est de la délinquance, de la petite délinquance de survie. Franchement, c'est pas des jeunes. Franchement, ils sont pas méchants. Hein. La petite délinquance de survie. C'est des jeunes. Si vous leur offrez de quoi vivre, une mise à l'abri, des espoirs,
quelque chose, c'est des jeunes, ils vont pas du tout aller faire un petit vol dans le métro, un petit vol en réunion ou quoi, aux pièces. Et la plupart des jeunes qui sont en prison, c'est ça, c'est des petits trucs, franchement, et surtout, alors moi je reviens sur les populations indigènes. Il y a un traitement de ces populations qui est spécifique quand même. Je précise pour ceux qui ne savent pas, indigènes, on parle des non-blancs, des noirs, des arabes, pour ceux qui ne connaissent pas ce langage. Vas-y, continue. Voilà. Donc, on retrouve quand même, je veux dire, face à un petit jeune blanc qui va faire, je ne sais pas, un peu de deal ou je ne sais pas quoi, lui, on va le mettre au moins en foyer fermé, par exemple. S'il fugue de son foyer fermé, il peut fuguer 20 fois, 30 fois, 50 fois. On va toujours le remettre dans son foyer fermé. Alors que le petit maghrébin qui va fuguer une fois ou deux fois, allez, stop, c'est terminé, tu vas en prison. Voilà. Donc, face à ce tout sécuritaire, je pense qu'il y a un programme politique de monter des établissements pénitentiaires, à mon avis, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je peux me tromper, hein, mais qui seront gérés par des sociétés de sécurité privées, je ne sais pas. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on va gérer les masses populaires, un peu qui n'arrivent pas à vivre dignement dans la société. Donc, non, ça, c'est pas un traitement digne. C'est pas un traitement digne de problèmes sociaux. On va revenir plus largement sur l'évolution future qu'on peut voir dans l'avenir. Je vais poser une dernière question. Antonin, est-ce que tu pourrais répondre à ça avant de passer aux questions des auditeurs, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Est-ce que toi, dans le collectif là, que vous avez créé sur l'Observatoire des règles sanitaires, est-ce que la solution que vous proposez, ce serait ce qu'on a dit, le fait que les prisons soient vidées? Mais nous, là, pour le moment, en fait, ce qu'on propose concrètement, c'est très simple. C'est partir de la réalité des résistances qui se passent à la fois en prison, mais aussi ailleurs, parce que l'Observatoire de l'état d'urgence sanitaire, il met aussi en lien, je vous le disais, les quartiers populaires, les territoires colonisés, la situation des foyers d'immigrés. Et en fait, dans tous ces secteurs-là, il y a des résistances. Moi, très concrètement, savoir ce qu'on va réclamer à l'État, qu'est-ce que l'État est capable de faire et tout, c'est pas forcément ma tasse de thé, on va dire, même si je pense qu'il y a aussi un enjeu stratégique là-dessus, notamment sur la situation du camarade Georges Ibrahim Abdallah, ou la situation d'un autre camarade avec qui j'étais enfermé à la santé, un camarade basque qui s'appelle Yossou, qui a 70 ans, qui est malade et qui aujourd'hui est mis en danger aussi. Oui, je pense qu'il y a ces questions-là qui peuvent se poser, mais là, très concrètement, nous, le parti qu'on prend, c'est il y a des résistances populaires qui ont lieu au jour le jour, qui ont lieu depuis longtemps, mais qui ont lieu encore plus maintenant, parce que l'état d'urgence, il accentue la domination, il accentue les violences, et donc aussi il accentue les résistances, et ça, il faut le prendre en compte. Et nous, on invite surtout à partir de ces résistances-là pour les soutenir, pour donner de l'écho, et notamment sur la question. Alors, il y a une petite coupure, je pense, avec Antonin, il y a une petite coupure. Écoutez, on va continuer le temps qu'il revienne. Je veux dire une chose, c'est pas quand on ne demande pas à l'État, on dit simplement ce qui est possible. Et ce qui est possible aujourd'hui, c'est de libérer un tiers des prisonniers qui sont en fin de peine et un tiers des prisonniers qui sont en attente de jugement. Ça fait déjà 50 000 prisonniers qui pourraient être mis dehors sans enfreindre la loi. Moi qui suis un illégaliste né, il ne faut pas avoir peur. Il faut rendre des objectifs qui sont possibles. 50 000 prisonniers qui se retrouveraient à la rue aujourd'hui, ce n'est pas un scandale. C'est l'application de la loi. En situation de crise, ces détenus pourraient être dehors. Après, pour certains détenus malades, il faudrait qu'on arrive à les faire libérer le plus vite possible. Et je parle qu'aujourd'hui, alors qu'il y a ce problème dans les prisons, on fout des mecs en prison parce qu'ils refusent le confinement. Et je ne parle pas de toutes ces condamnations aménageables du gilet jaune qui ont été prononcées ces derniers temps et qu'on a mis énormément de prisonniers, de gens en prison alors qu'on aurait pu l'éviter, alors qu'ils savaient ce qui se préparait.
Ils savaient ce qui se préparait. Dès janvier, dès février, ils savaient où ils allaient. Et on ne parle pas de tous les gens qui se font tuer, qu'on voit ces listes de gens assassinés par la police pour simplement le fait de refuser un contrôle de confinement. C'est inadmissible. On est vraiment le virage, comme disait la camarade, le virage. Bon, il est pris depuis la loi travail et depuis le gouvernement Hollande, mais il s'accélère. Et aujourd'hui, on est à nouveau en état d'urgence. On n'arrête pas d'être sous état d'urgence. Et l'état d'urgence devient la normalité de ces régimes. Alors, on va commencer à passer aux questions des auditeurs. Alors, il y a Petit Semben qui fait une remarque, qui remarque tout d'abord que l'OMS avait dénoncé la détention en contexte pandémique et pourtant la France continue à le faire. Et elle demande justement quel est l'intérêt pour l'État de les garder en prison. Je ne sais pas ce qu'il faut répondre. C'est la crédibilité de la terreur. La prison, c'est la terreur d'un pouvoir sur une classe, sur une population. Et donc, si on dit aujourd'hui, oh là là, ils risquent de mourir, on en libère 50 000, on amoindrit pour eux ce qu'ils pensent, ils amoindrissent la terreur qu'ils veulent imposer à la population avec la prison. On a Antonin qui revient. Fatira, tu peux répondre à ça aussi? Non, moi je rejoins tout à fait ce que dit M. Roubian. C'est exactement ça. C'est maintenir une idéologie un peu de terreur sécuritaire, etc. Et faire semblant de ne pas trouver les moyens qu'il y a d'autres politiques possibles pour ces populations qui se retrouvent en milieu carcéral, quoi. Ouais. Alors, Antonin, tu es de retour. Est-ce que tu veux finir ton propos sur les solutions? Je ne sais plus exactement où j'en étais, mais la seule chose que je voulais dire, c'est pour avoir participé à beaucoup de mouvements de lutte et de blocage dans le peu de temps que j'ai passé en détention, l'échec de tous ces mouvements, ça a été de ne pas avoir d'écho à l'extérieur, ça a été de ne pas avoir de mouvements à l'extérieur aussi qui s'organisaient, que ce soit devant les murs de prison, mais que ce soit aussi plus généralement, finalement aussi dans les mouvements sociaux, de la prise en compte de la question carcérale. Et donc, du coup, la position, je pense, sans vouloir m'avancer sur ce que tout le monde dit au sein de l'Observatoire, hein, mais c'est plutôt de soutenir les luttes et en fait de promouvoir un changement par le bas plus que d'attendre quelque chose de très concret, ou en tout cas d'être en demande vis-à-vis de changement de l'État, etc. Ouais. Et justement, là, c'est ce à quoi Jean-Marc et Fatira ont répondu. C'était, il y avait un internaute qui demandait quel est l'intérêt pour l'État de les garder en prison, malgré le danger, malgré le fait que des organisations comme l'OMS préconisent de vider les prisons. Moi, je pense que l'intérêt, en fait, c'est dans la droite ligne de ce que c'est que la prison. Hein. Finalement, l'état d'urgence sanitaire, c'est rien de plus qu'une exacerbation, en fait, des systèmes de domination, des systèmes inégalitaires qui existent déjà. C'est loin d'être juste un état, enfin, c'est loin d'être un état d'exception en tant que tel. Et finalement, garder la prison, garder des prisonniers en détention, c'est aussi un moyen, en fait, de garantir une radicalisation de la répression. Parce que là, on dit aux gens maintenant, si jamais, notamment, vous ne respectez pas le confinement, parce qu'on sait que le non-respect du confinement et l'état d'urgence sanitaire, c'est avant tout une mesure répressive qui peut aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement, on garde en fait un pôle extrême qui est celui de la prison, où maintenant on sait aussi qu'on peut mourir, où on sait aussi qu'on peut attraper le coronavirus, où on sait aussi qu'on peut se retrouver dans des situations horribles et dangereuses dans le contexte actuel. Et finalement, on prend cet étendard-là, en gros, pour radicaliser la répression, pour radicaliser la peur, pour radicaliser les mesures sécuritaires. Je pense que c'est ça aussi la fonction, en fait, de garder les détenus aujourd'hui en prison, mais c'est finalement, ça a toujours été aussi cette fonction-là, quoi. Alors, je pense que... Oui, vas-y, Fatira. Rapidement, très rapidement, je pense que le fait que l'État soit défaillant, je ne vais pas rentrer dans des problématiques de santé, je ne suis pas compétente là-dessus, mais que l'État soit défaillant sur des mesures sanitaires de santé publique comme la distribution de masques, etc., je ne vais pas refaire la polémique. Pour moi, enfin, je ne suis pas complotiste ou quoi aux caisses, hein, mais c'est la possibilité de tester comment on peut contrôler, surveiller les gens. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est vraiment ça. C'est comme pour les gilets jaunes.
Moi, j'ai jamais rejoint ce mouvement des Gilets jaunes. Je respecte, hein, il n'y a pas de souci, c'est pas ça. Mais je veux dire, ce mouvement a duré extrêmement longtemps. C'était un mouvement qui était intéressant en soi. Ils n'ont, enfin, excusez-moi, mais je crois qu'ils n'ont rien obtenu de concret. Et je pense que c'était une façon de tester la façon dont les forces de l'ordre pouvaient se mobiliser, jusqu'où on pouvait pousser les forces de l'ordre qui devaient revenir tous les samedis, etc. Sur les champs enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, on se disait, mais comment ça se fait? Enfin, le gouvernement n'en a pas marre de voir défiler des gens alors que ça provoque une récession économique, etc. Non, non, non. On continue, on va essayer, c'est pas grave. On va faire un budget sécurité conséquent. S'il faut augmenter le budget de la sécurité, on l'augmentera. Et voilà. Quitte à diminuer les autres budgets, à savoir l'éducation nationale, la santé, etc., c'est pas grave. Moi, c'est comme si. Enfin, moi, je le vois comme ça. Alors, on va continuer. Ou quelqu'un veut faire une remarque ou pas? Donc, je vais continuer. On va continuer avec les questions des auditeurs. Là, il y a 2 questions que je vais prendre à la suite parce qu'elles se ressemblent. Il y a Shirazad qui demande tout d'abord comment expliquer que l'opinion publique accepte assez facilement ce déni d'humanité qui est fait aux détenus et comment lutter contre ça. Et il y a Silver Ostar qui demande, qui est un peu dans le même genre, comment expliquer le manque d'empathie de la population et de réaction face au racisme, aux violences policières et au traitement par l'État de ces populations. Et je rajouterais, est-ce que vous pensez que la période actuelle avec le confinement peut permettre de changer un peu les mentalités ou pas du tout? Et moi, je l'explique, ce déni d'humanité, ce déni d'empathie de la population par le problème des médias. Parce que la bataille se joue essentiellement sur la guerre de l'information. Une partie se joue sur le terrain des médias et de l'information. Moi, je vois que nous, on a eu de gros problèmes avec la représentation sociale faite par les médias des mineurs maghrébins de la Goutte d'Or. On a fait une analyse, on a fait une revue de presse de tous les articles qui sont sortis. C'était effarant. Enfin, au bout d'un moment, ça devenait effarant la façon dont ils étaient représentés dans la presse. Délinquants, toxicomanes, parasites, enfin des choses monstrueuses, quoi. Donc forcément, s'il n'y a pas des médias alternatifs suivis et s'il n'y a pas des gens qui font ce travail comme toi, Wissam, pour basculer un petit peu ces préjugés sur ces populations-là. Voilà, moi je pense que c'est lié aux médias. Yeah. Antonin ou Jean-Marc sur cette question? Vas-y, Antonin. Non, mais moi, je rejoins en partie ce qui a été dit sur la question des représentations, en fait, sur l'enjeu aussi de faire changer les mentalités. Mais aussi, la question que je me pose, c'est quelle mentalité? Parce que l'opinion publique, c'est qu'est-ce que ça veut dire, en fait, finalement, la prison? On aurait pu le dire tout à l'heure aussi, pourquoi l'État ne libère pas les prisonniers aussi? Parce qu'en fait, notre société actuelle, elle est aussi basée, très concrètement, sur cette même institution. Et que si jamais elle libérait tout le monde, ça reviendrait à devoir revenir sur ses fondements racistes, ses fondements classistes, sa façon de gérer les populations non blanches aujourd'hui dans les quartiers populaires. Donc ça, c'est pas possible. Et encore une fois, c'est pareil sur la question de pourquoi les mentalités ne changent pas, tout simplement parce qu'en fait, la prison, ça bénéficie à une certaine catégorie de personnes, ça bénéficie à certains secteurs de la société. Et finalement, dans d'autres secteurs beaucoup plus touchés par la prison, il y a des mentalités très poussées. Il y a déjà des critiques de la prison qui sont faites dans ces secteurs-là. Et après, ça revient aussi sur une question plus générale, en fait, sur comment aussi on remet la question de la prison comment on remet la légitimité de la prison en cause. Je sais que quand on est abolitionniste, souvent, on nous renvoie à la gueule et les violeurs, alors qu'est-ce que vous en faites des violeurs, etc. En fait, la question aussi, c'est de pouvoir
faire de la politique, retourner des arguments, en fait, et pouvoir dire, oui, mais les violeurs, de quoi on parle déjà quand on parle des violeurs en prison? C'est quel genre de violeurs en prison? Des violeurs, il y en a partout. Pourtant, les violeurs, ça reste exactement la même catégorie sociale qui reste incarcérée, des Noirs, des Arabes, des pauvres en général, alors que des violeurs, il y en a partout. Et ça, on l'oublie. Les violeurs, il y en a autant dans les classes bourgeoises qu'il y en a dans les classes populaires. Les violeurs, il y en a partout, il y a des hommes, de toute façon. Donc, ces questions-là, c'est des questions aussi qui sont politiques, qui méritent d'être traitées. La question aussi, c'est de savoir vers qui on se dirige pour les traiter. Moi, ça ne m'intéresse pas de convaincre le dernier des bourgeois que la prison, ce n'est pas nécessaire. Si c'est pour ensuite passer juste au même système, mais remplacé par des bracelets électroniques, ça ne change pas la nature du problème. Et ça, je pense que c'est aussi un autre enjeu. En fait, la prison, c'est un enjeu de classe, c'est un enjeu dans le racisme aujourd'hui, et ce n'est pas avec n'importe qui qu'on va abolir les prisons. C'est ça que je veux dire. D'ailleurs, sur les bracelets électroniques, Jean-Marc, vous avez fait la remarque à plusieurs fois que le système libéral tendait de plus en plus à la disparition des prisons, mais qu'ils allaient opter pour une surveillance de masse avec notamment les bracelets électroniques. Et ainsi, il n'y aurait plus de prison, mais on serait tous emprisonnés chez nous. Oui, je ne vais pas faire mon marxiste de service. La prison est liée, elle a toujours expliqué, Foucault et les chercheurs qui ont travaillé sur la prison l'ont expliqué, elle est liée au capital industriel. Elle est liée à la phase du capitalisme industriel. Quand on change de forme de domination, on l'a bien vu. À chaque époque, j'ai vu la prison changer. Dans les années 70, la prison était totalement blanche. Et quand j'y suis revenu à la fin des années 87, c'est le premier truc que j'ai vu. La population dans les cours de promenade n'était plus blanche, n'était plus essentiellement blanche. Donc, c'est toujours un problème de terreur d'une classe sur les opprimés, sur les exploités. Donc, effectivement, nous passons à une autre époque que c'est très difficile de le dire parce que la camarade parlait tout à l'heure de construction de nouvelles prisons, d'enfermement généralisé, oui, mais déjà la structure du capitalisme pense à une autre forme de prison. Et nous sommes, j'allais dire, Antonin et moi sommes des cobayes parce qu'ayant porté le bracelet, on sait très bien qu'il y a eu chaque fois on avait des questionnaires sur comment ça, comment ci, et ils étudient aujourd'hui, et on le voit très bien dans le contrôle général de la population. Le contrôle général de la population qui est souvent mis en œuvre par des experts israéliens, d'ailleurs, entre parenthèses, on voit bien le contrôle. Aujourd'hui, ce qu'ils proposent avec les drones, avec les surveillances des téléphones, c'est une méthode qui est utilisée en Palestine depuis très longtemps, qui a été expérimentée là-bas, et maintenant qu'on nous sert dans ce truc du Covid. Moi, je ne sais pas comment on a accepté ça. Comment on peut accepter d'être suivi? Bon, il faut lâcher les téléphones. Ou il faut lâcher de faire des discussions par le net. Mais c'est vrai. Il y a aussi une forme d'acceptation. Il y a de la révolte. Pour le moment, la révolte, elle est au tout début. Au tout début. Je pense que progressivement, que la situation va perdurer. Nous allons avoir les moyens même de manifester, parce que en plus, par la loi d'exception actuelle qu'ils ont fait voter, ils nous interdisent toute forme de manifestation. Et je pense qu'à la sortie du confinement, ils vont maintenir cette décision. Et donc, toutes les manifestations seront interdites. Toutes les manifestations seront des manifestations conflictuelles. Justement, et là, ça va. Antonin, toi, ton engagement militant t'a valu de gros soucis et de la prison. Et là, on a vu que ces dernières années, l'État se radicalisait de plus en plus dans la répression des mouvements sociaux, tombant de plus en plus dans une violence aveugle et féroce. Et là, on a appris hier que les services de renseignement craignaient
le jour d'après, et notamment une radicalisation de la protestation sociale. Est-ce que justement cette crainte d'une radicalisation, elle ne peut pas amener à contre-coup une radicalisation encore plus féroce de la répression? Si, c'est évident que c'est un des enjeux aussi, parce que tout le monde se pose la question en fait de savoir si effectivement le jour d'après, ce sera un jour où en fait on demande des comptes, un jour où on prend la rue, un jour où on fait changer les choses. Parce que le plus dramatique dans cette situation, ce serait qu'on en ressorte avec un durcissement des politiques néolibérales, une intensification de l'impérialisme pour faire en sorte que les sociétés occidentales elles puissent continuer à survivre économiquement. En fait, ces risques-là, ils sont possibles aussi. Par contre, ouais, effectivement, il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai lu cet article un peu bidon là, du Parisien, je crois, sur les risques de radicalisation. Et effectivement, en fait, il y a des choses qui se passent, il y a des projets qui sont en cours, il y a des projets de brigades de solidarité populaire, il y a d'autres projets de solidarité qui se mettent en place. Il y a une tentative de construire un front des solidarités pour qu'à la suite de ce front-là, on puisse passer d'un rapport de force solidaire à un rapport de force conflictuel. J'espère que ça se fera, c'est en train de se construire. J'espère que l'État et j'espère que le gouvernement ont des raisons de s'inquiéter. Maintenant, on sait aussi que les risques, ils sont là. Hein. Il n'y aura pas un changement automatique. Et Jean-Marc l'a souligné, il y aura un durcissement répressif. Et à mon avis, il est loin le jour où on pourra manifester comme avant dans la séquence actuelle. Là, à mon avis, on se dirige beaucoup vers un déconfinement progressif qui, en fait, de fait, va museler toute forme de contestation sociale comme il avait commencé déjà à le faire au début du confinement, avec des interdictions de manifester, mais des possibilités d'aller voter aux élections, etc. À mon avis, on aura le scénario identique dans l'autre sens et sur une durée beaucoup plus longue. Donc, il faut aussi repenser nos formes de lutte, repenser nos formes de mobilisation, s'adapter. Les enjeux habituels des luttes contemporaines, quoi. Quelqu'un va ajouter un point sur cette question? Moi, je veux bien dire une chose, c'est la crise est tellement profonde, le Covid amène à une situation tout à fait nouvelle. Et il faut regarder dans l'histoire, il faut toujours regarder ce qui s'est passé historiquement quand les États, la bourgeoisie s'est trouvée dans les mêmes conditions. Donc, on l'a vu avec la crise de 29, le choix, c'était soit la résistance des fronts populaires, soit le fascisme. La guerre de 14 s'est terminée par une période de grande révolution. La guerre de 45 s'est terminée par une période de grande révolution. Les luttes des peuples coloniaux. Nous approchons d'une période où il va se passer réellement des choses. Mais il faut savoir que le risque, ça peut être un risque d'exploitation et d'oppression encore pire. Donc, ce n'est pas la question de dire oui, parce qu'il joue énormément même sur la question de la prison, à séparer, oui, mais là, on voit bien des manifestations en Allemagne, des choses contre les Français, en Italie contre l'Europe, etc., etc. Ils essayent de diviser, de nous diviser pour essayer de régler leur crise avec leurs solutions. Alors que nous, on doit amener la rupture, et uniquement la rupture. Parce que ce qui était avant ne nous allait pas, ce qui se passe aujourd'hui ne nous va pas. Donc, nous devons amener une direction de rupture. Alors, j'encourage les gens à continuer à poser des questions. Il y a une question qui revient souvent. Ils demandent comment ils pourraient soutenir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour soutenir les gens en prison. Alors, concernant les, j'allais dire les soutenir par, déjà les aider à recevoir au moins de l'argent, quoi. Donc, peut-être que je vais mettre en place une cagnotte pour les mineurs, notamment qui sont incarcérés. Ensuite, je pense que de manière plus large, la lutte contre la répression, donc moi je parle exclusivement de la répression qui est ciblée envers les Maghrébins et les Africains de manière générale. Ce que j'ai constaté au bout de 4 ans de travail sur le terrain, et j'ai fait vraiment des centaines et des centaines d'heures à rester à la Goutte d'Or de 14h jusqu'à 4h du matin, 5h du matin, c'est qu'il y a des solutions pour lutter contre ce tout répressif.
Déjà, ce qui est bien, c'est que de faire en sorte que les jeunes soient informés vraiment sur leurs droits par rapport à la police et qu'ils aient la possibilité d'avoir toujours un avocat qui leur soit attitré. Nous, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire que pour les jeunes, on leur met un petit papier dans la poche avec le nom d'un avocat et on a des grands avocats pénalistes qui travaillent avec nous, qui sont vraiment touchés par la question des violences policières et qui sont de manière générale dans la lutte des droits de l'homme et des droits de l'enfant, quoi. Et donc, alors, on a un problème, c'est que parfois les policiers ne respectent même pas ça. C'est-à-dire que le jeune va dire, bah voilà, j'ai mon avocat, il jette son papier et il lui dit, écoute, voilà. Donc, des fois, bon. Mais bon, c'est quelque chose qui fait partie des solutions, c'est de mettre en place pour ces jeunes-là une bonne défense pénale, parce que le fait d'être bien défendu vis-à-vis des policiers une fois qu'ils arrivent devant le juge il se dit ah bah tiens peut-être que parce que les juges en général ils sont pas sur le terrain. Ils voient et on va dire ils lisent la grande presse, Le Monde, des choses comme ça. Peut-être qu'ils vont des fois un peu sortir de leur bureau. Excusez-moi de parler comme ça pour des magistrats, mais peut-être de temps en temps ils vont échanger avec des éducateurs, etc. Mais quand même ils abattent beaucoup de dossiers, ils sont dans les codes de procédure pénale, etc. Et donc quand ils ont face à eux des avocats qui connaissent bien la réalité du terrain et quand nous on leur envoie des rapports, ils se disent ah bah quand même finalement je les connais pas ces jeunes-là. Moi je connaissais que ce que j'avais entendu à la télévision. On a vraiment des juges qui nous parlent comme ça. Donc, faire en sorte qu'il y ait une bonne défense pénale pour ces jeunes-là, ça réduit les discriminations par rapport donc, on évite la prison pour beaucoup de jeunes comme ça, en mettant en place un système. Voilà. Ensuite, pour la lutte aussi contre le tout répressif par rapport à la police, parce que bon, avant de passer à la case prison, on passe par la case police forcément, parce que la police veut absolument envoyer du jeune en prison. Vraiment, ça devient moi plusieurs fois on m'a fait faire de la garde à vue, on voulait absolument me mettre en prison. Même si j'avais rien fait. Tu vas aller en prison, je vais alourdir ton dossier, quitte à mettre n'importe quoi, tu iras en prison. Ce qui est bien, c'est alors pour tout ce qui concerne les vidéos, etc., pour filmer la police, tout ce qui est encouragé par le collectif Urgence Notre Police Assassine notamment, c'est vraiment très bien. Avec l'application Urgence Violence Policière, moi je trouve que c'est très très bien parce qu'en fait plusieurs fois moi on m'a retiré mon téléphone ou alors on m'a demandé de supprimer mes vidéos de violence policière sur ordre du procureur. Donc, du coup, cette application, c'est très bien, mais il faut faire. Mais alors, c'est bien quand c'est fait par des personnes qui ont les papiers. Parce que quand c'est des personnes qui n'ont pas les papiers, je peux vous dire qu'il peut leur arriver n'importe quoi. On leur saisit leur téléphone, ils peuvent pas porter plainte contre la police. Après, c'est du chantage pour les papiers, etc. Donc voilà, il y a un bon système aussi, je trouve, enfin nous qu'on a mis en place, et je trouve qu'il faut vraiment le faire en cette période de confinement. Alors, comment contourner avec la loi les stratégies pour pouvoir essayer d'être auprès des jeunes qui sont en bas des immeubles, etc., qui ne peuvent pas rester confinés, et c'est tout à fait compréhensible. S'ils prennent les mesures de précaution, pourquoi pas. C'est des systèmes de patrouille un peu. C'est pas le système des grands frères, mais vraiment des patrouilles pour vraiment surveiller et dissuader la police. Vraiment. Nous, c'est ce qu'on met en place aussi. Non, mais je suis sérieuse. Je pense à la mode Black Panther, mais oui. Ah oui, non, mais parce que c'est ce qui se fait aussi aux États-Unis, effectivement. Mais vraiment, c'est une solution à prendre au sérieux parce que les signalements IGPN, les plaintes, etc. Une fois que le mal est fait, une fois que le jeune est mort et que la mère pleure, la mère, elle va jamais se reconstruire, quoi. Je veux dire, non, il faut cette présence. Il faut un maximum de personnes sur le terrain avec ces jeunes-là. Avec ces jeunes-là. Voilà. D'accord. Oui, donc toi, ce serait vraiment, avant la case prison, il y a vraiment déjà beaucoup de choses à faire avant même la case prison pour régler ces soucis. Antonin ?
Ouais, moi, je rejoins ce qui a été dit, hein. Je pense qu'en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans ce qui vient d'être dit par la camarade, c'est qu'en fait, la prison, on ne peut pas la déconnecter du monde extérieur. C'est-à-dire que, en fait, on n'aide pas les prisonniers, tout simplement. Les prisonniers, c'est les mêmes qui sont les jeunes dans les quartiers populaires, de la même façon que les gens qui veulent aider les sans-papiers, ils ne peuvent pas les aider s'ils ne vont pas aider aussi ceux qui sont enfermés en centre de rétention. De la même façon qu'on ne peut pas parler de prison, de quartier populaire en France sans parler aussi des colonies, sans parler des territoires colonisés. Bref, il y a tout cet enjeu-là, en fait, qui est un enjeu politique, où à la fois, je pense que la meilleure façon d'aider, c'est de prendre conscience aussi de toute cette structuration politique, de ce que ça veut dire, d'avoir ces pratiques aussi de terrain pour éviter la détention, etc. D'avoir aussi des pratiques que malheureusement on ne peut pas avoir ici, mais moi je le dis, le nombre de blocages qu'il y a dans les prisons qui ne sont pas soutenus par des rassemblements à l'extérieur pour donner de l'écho, aussi pour éviter qu'il y ait une répression à l'intérieur qui parfois prend Enfin, on le sait, le mitard, pour certains, c'est la mort. Donc, à chaque fois qu'il y a la répression à l'intérieur de la détention, ne pas avoir de l'écho à l'extérieur, c'est un danger pour les prisonniers à l'intérieur. Bref, il y a toutes ces modalités de lutte et relayer les paroles aussi de l'intérieur. J'invite notamment, là, depuis le début du confinement, il y a l'émission qui s'appelle L'Envolée, qui fait tous les soirs un retour sur sa radio, sur FPP, je crois. Mais on retrouve aussi sur son site avec des témoignages de l'intérieur qui, à mon avis, sont... Enfin, j'en ai entendu certains, mais qui sont très importants aussi pour ce qui se passe actuellement. Mais là, oui, c'est sûr que dans la situation de confinement, comment aider? Je pense qu'il faut valoriser le plan politique plus que le plan pratique, parce que malheureusement, c'est pas possible de se rendre devant les prisons. Malheureusement, c'est pas possible de construire des mouvements réels dans la rue. Et donc, du coup, il faut construire un mouvement politique, il faut construire un mouvement de revendication à partir de nos réseaux, à partir de ce qu'on est capable aussi de faire sur les réseaux sociaux, etc. Je pense que c'est un peu l'enjeu de la période actuelle. Mais je vais laisser Jean-Marc répondre, qui, à mon avis, a beaucoup plus réfléchi à la question que moi. Oui, tu me pièges d'entrée. Non, c'est une. Il faut travailler sa conscience et essayer de rejoindre les réseaux de résistance. Ne pas produire des divisions artificielles, essayer de faire un pas après l'autre avec une bonne stratégie. Mais c'est pas essayer d'aider quand c'est trop tard. C'est vrai qu'il y a des choses à faire sur les prisons. Il faut savoir qu'on peut y aller. Il faut savoir qu'on peut y aller. Si on se décide vraiment à affronter le système, la répression policière, la répression judiciaire, l'exploitation et l'oppression, on peut aller en prison. Donc, ce qu'on disait nous du temps de la guérilla, c'était venger un camarade, c'est rejoindre son combat. Et pour beaucoup, il faut qu'aujourd'hui on aille vers l'unité des résistances et des luttes. C'est un truc qui devient vital. C'est pas une chose, on va être plus costaud que le voisin, on va être plus efficace que ce groupe-là ou que l'autre, qui sont pas des amis, qui sont des adversaires, etc., etc. Non, non. Là, aujourd'hui, il se pose une question de l'unité des gens qui sont victimes de l'exploitation et de l'oppression. Et avec des compréhensions, c'est pour ça que je parle de conscience. Il faut prendre par exemple, conscience de l'islamophobie, de la lutte dans les quartiers populaires, que depuis toujours la guérilla expliquait que dans les quartiers populaires, il naît une population qui va devenir le sujet révolutionnaire dans les métropoles, et c'est vers eux qu'il faut marcher, c'est vers eux qu'il faut aller. Bon, on n'a pas été écouté, bon, mais c'est pas le problème essentiel aujourd'hui. Il faut toujours remettre les choses justes sur le tapis. Mais c'est avoir, quand je dis conscience, c'est d'avoir cette ouverture. Je vais faire encore deux petites questions avant qu'on coupe l'antenne. La dernière question servira de conclusion pour chacun. Là, vous en avez déjà abordé, vous avez déjà chacun parlé de ce sujet, mais j'aimerais bien parler de ça plus spécifiquement. On voit que là, pendant le confinement, les violences policières ne s'arrêtent pas, même au contraire, elles se multiplient, surtout à destination des Noirs et des Arabes. Dans la prison, on fait le constat, comme tu l'as fait, Jean-Marc, que
la population a changé, il y a beaucoup maintenant de non-blancs par rapport à tes premières expériences. Et donc, on dit souvent que la prison a pour fonction d'enfermer la pauvreté. Est-ce qu'elle n'a pas aussi aujourd'hui pour fonction d'enfermer ce que nous on appelle les indigènes, les non-blancs? Moi, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, Antonin et Jean-Marc ont dit qu'ils étaient des cobayes du bracelet électronique. Non, excusez-moi, ça me fait rire. Mais en fait, je voudrais dire qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient bien avoir un bracelet électronique en banlieue ou dans les quartiers comme le 18e, au lieu d'aller en prison, quoi. Je vous assure que c'est vrai parce que on ne pense pas assez pour ces populations-là. On ne veut pas investir dans des alternatives à l'incarcération. Là, moi, je parle beaucoup des mineurs. Hein. Je suis désolée, mais c'est le public avec lequel je travaille. Et cette problématique de carcérale, elle est aggravée pour un mineur, vous voyez. Donc, l'ordonnance de 45 n'est pas censée mettre des mineurs en prison. Et tous ceux que je suis à la Goutte d'Or sont passés par la prison et on a tendance à les mettre très, très facilement en prison. Et pourquoi ils sont en prison? Je vous assure que pour rien. On va mettre en prison quelqu'un qui a vendu 2 paquets de cigarettes. Vous vous rendez compte? C'est gravissime. En fait, il cherche à survivre, le jeune homme. On enfermerait un Français parce qu'il essaye de vendre, je sais pas moi, je sais pas, sa commode sur Vinted. Non, mais franchement, non, mais c'est ridicule cette histoire. Donc, moi, je dis, effectivement, Wissem, il y a une volonté de mettre ces populations-là en prison, que ce soit ceux qui sont dans les quartiers à forte composante maghrébine et africaine de manière générale, que ce soit les quartiers où il y a les sans-papiers. La prison est une passerelle aussi vers le centre de rétention, il ne faut pas oublier, hein. Il y a le système de la double peine qui est mis en place en fonction des accords passés entre les pays. Donc, ça dépend des rapports de force entre les pays. C'est ça, quoi. En fait, on ne veut pas. Il y a cette question on ne veut pas investir dans ces jeunes-là. S'ils sont pas capables, entre guillemets, de s'intégrer, s'ils sont pas capables on va quand même pas trop investir dans leur formation, dans leur éducation, etc. Quand bien même on sent que ce sont des quartiers qui sont complètement. Moi, ce qui m'a surpris, et je vais finir par là, je pense, ce qui m'a surpris dans le quartier de la Goutte d'Or, vis-à-vis du public des sans-papiers, c'est que pour les mineurs aussi, toutes les portes se sont fermées pour eux. La Goutte d'Or, c'est quand même un quartier où il y a le plus d'associations, un des quartiers où il y a le plus d'associations en France, parce que l'État est défaillant dans ce quartier. Donc, il délègue. C'est la mode de déléguer un peu aux associations, quitte à pas trop contrôler ce qu'elles font, etc. Et j'ai remarqué qu'en fait, ces sans-papiers, ces primo-arrivants n'avaient pas accès ni aux ressources culturelles des quartiers, ni aux équipements sportifs du quartier, etc. Et donc, l'État aussi s'amuse à diviser le public des primo-arrivants et le public des jeunes 3e génération, 4e génération issus de l'immigration. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est en ça que des fois, les unités, pour reprendre le terme de M. Rouillant, l'unité de lutte, elle peut aussi être un peu compliquée parce que l'État arrive à diviser les populations qui n'ont pas accès aux outils de conscientisation politique, quoi. Vous voyez? Donc, donc c'est ça en fait. Il y a une volonté délibérée de mettre en échec des solutions alternatives au tout répressif. Vraiment, pour dire, écoutez, vous voyez, c'est toujours les mêmes. C'est toujours eux qu'on entend, c'est toujours eux qu'on voit, c'est toujours les mêmes qui foutent le bazar, etc., etc. Et ça entretient une idéologie raciste, islamophobe, etc. Alors qu'à la base, ce sont des quartiers laissés à l'abandon. Il n'y a même pas d'éclairage public dans le quartier. Vous voyez ce que je veux dire? Antonin ou Jean-Marc, sur cette question?
Non, mais moi, je pense qu'on ne peut pas isoler la question de la pauvreté de la question du racisme, de la même façon qu'on ne peut pas isoler la question de la race de la question de la classe. Donc, j'aurais tendance à dire que non, la prison, elle ne vise pas à enfermer les gens parce qu'ils sont noirs ou arabes, mais aussi parce qu'ils sont noirs, arabes et pauvres, parce que de fait, c'est des choses qui sont liées aujourd'hui dans la société. Et donc, du coup, si on reprend le contexte actuel, il est très parlant en fait. Là aujourd'hui, tu t'en parlais tout à l'heure, en fait, il y a une intensification des violences policières dans le cadre du confinement. C'est une intensification, c'est pas quelque chose de nouveau. Et ça, c'est important de le préciser. C'est quelque chose qui structure nos sociétés, qui structure les quartiers populaires à l'encontre des populations non blanches depuis longtemps, de la même façon que l'état d'urgence en tant que tel, et l'état d'urgence sanitaire, mais l'état d'urgence tout simplement, structure aussi les quartiers populaires et structure la vie des populations non blanches. Je ne vais pas m'inventer une carrière d'historien, je vais renvoyer au travail d'un camarade qui s'appelle Léopold Lambert, qui a beaucoup travaillé sur la question des états d'urgence, en fait, depuis leur mobilisation dans le contexte de la guerre d'Algérie, puis après dans les contextes coloniaux et ensuite dans les contextes post-coloniaux avec 2005, avec ce qui s'est passé en 2015 aussi à l'encontre des musulmans et les politiques islamophobes. En fait, de fait, il y a un lien de fait entre répression et population non blanche et population post-coloniale. Ce lien-là, il existe depuis des années. C'est le lien qui structure la société. Et je rejoins Jean-Marc pour dire que ce n'est pas anodin et c'est précisément parce que ce sujet de classe-là, c'est le sujet de classe contemporain. Alors, ce n'est pas le seul. On l'a vu avec l'émergence des Gilets jaunes récemment. Mais c'est le sujet de classe contemporain. Et c'est vers lui que se tendent toutes les tentatives de répression. Et je rappelle une dernière fois que nous, dans le cadre de l'Observatoire, là, si on fait en sorte en fait, de définir les différents secteurs populaires qu'on étudie comme un seul champ de lutte, c'est précisément parce qu'ils sont en lien, touchés tous violemment par l'état d'urgence sanitaire et de fait par toutes les formes d'état d'urgence et par toutes les formes de violence d'État. Et elle recoupe, et en fait, ces réalités-là recoupent aussi la question de la race, recoupent aussi la question de la classe. Quand on travaille sur les territoires colonisés, quand on travaille sur les quartiers populaires, quand on travaille sur les prisons, quand on travaille sur les foyers d'immigrés, sur les centres de rétention, on travaille entre guillemets sur la même chose, sur le même champ de lutte, sur les mêmes personnes qui sont aujourd'hui les premières cibles de la discrimination d'État, de la discrimination raciste et de la répression. Donc l'enjeu, en fait, il n'est pas juste de considérer que c'est la prison qui réprime, c'est un ensemble répressif qui fonctionne en articulant prison, violence policière, politique raciste à l'encontre de l'immigration, etc. Et, alors, tu as dit très justement. Attends, je peux rebondir sur ce que dit Antonin. Je ne suis absolument pas d'accord. Mais alors, vraiment. Je voulais juste ajouter un point. Tu as dit très justement que c'est des classes populaires racisées, des classes populaires noires et blanches, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus quand même une spécificité raciale dans le sens où les classes populaires blanches ne sont pas autant enfermées que les classes populaires non blanches et on a beaucoup d'exemples, surtout notamment aux États-Unis, parce que là on a plus les statistiques ethniques, ou le fait que même des Noirs qui ne sont pas des classes populaires peuvent subir une répression policière. Ah non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Je dis juste que s'ils la subissent, notamment, c'est parce qu'elle est aussi affiliée à la question de la pauvreté, de fait, et qu'en fait, on ne peut pas les isoler. Mais je suis totalement d'accord qu'il y a une discrimination raciale en tant que telle qui existe, juste qu'elle n'est pas indépendante des discriminations de classe, de la même façon qu'elle n'est pas indépendante des discriminations de genre, etc. Mais ce n'était pas pour dire que c'est deux choses opposées et que ça n'avait rien à voir, etc. Ce n'était pas le sens de mon propos. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça permet de préciser. Et du coup, je serais intéressé de savoir pourquoi la camarade est d'accord pour le débat. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris le sens de ton intervention, mais en tout cas, sur le fait que le facteur pauvreté joue énormément dans le fait de se retrouver en prison et que donc un non-blanc a aussi beaucoup de chances de se retrouver en prison. Moi, je reprends encore une fois le public des jeunes délinquants. Il aura beaucoup plus de chances de se voir proposer un accompagnement éducatif de qualité, des alternatives à l'incarcération que des jeunes issus de l'immigration. Je suis désolée. Ça, y a pas, les chiffres sont là. On bataille
pour trouver des foyers de la protection judiciaire de la jeunesse, des foyers de la protection de l'enfance. Les foyers n'en veulent pas. Les foyers disent simplement, hein, non, nous, on ne veut pas d'Arabes. Voilà. Ou alors, ce public-là, on n'en veut pas. Voilà. Alors qu'on va trouver des Français blancs qui sont dans la délinquance, qui sont dans la révolte, dans des crises d'adolescence qui sont très violents, qui sont toxicomanes, à qui on fait des propositions expertes, où on va avoir des réunions avec des personnes, où on va vraiment réfléchir aux problèmes du jeune et à mettre en place une solution. Et nous, on doit batailler, on doit faire tous les jours des signalements au procureur de la République pour dire il y a un jeune de 9 ans sans éducateur à la rue à la Goutte d'Or. Vous croyez qu'on va laisser un jeune blanc de 9 ans dormir comme ça dehors? Non, non, non. Là, je pense que vous êtes d'accord. Je pense que vous êtes d'accord. Non, mais c'est ça que je veux dire. Et ensuite, ce que je veux dire, c'est sur la gestion coloniale. Je voulais préciser, Antonin. Non, mais en fait, c'est aussi sur la gestion coloniale de, comment dirais-je, la gestion coloniale de l'immigration, justement, en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes aussi en prison? C'est que quand on dit classe laborieuse, classe dangereuse, il y a ce qu'ils appellent en ce moment le problème de ce qu'ils appellent, hein, parce que la France, avec 50 migrants dans un quartier, ça y est, ça n'a plus comment faire. Alors que l'Espagne, ça fait des années et des années qu'ils accueillent des migrants mineurs du Maroc et qu'ils ont essayé, enfin qu'ils ont quand même trouvé des solutions. Mais la France, ils ont 50 migrants et ça y est, ils sont débordés. Bon, bref, en tout cas, l'expression classe laborieuse, classe dangereuse, non, maintenant c'est devenu classe immigrée, classe réfugiée, classe dangereuse. Parce que potentiellement, avec cette nouvelle immigration qui n'est plus une immigration européenne, beaucoup une immigration d'Afrique noire, musulmane, il y a des personnes qui ont peur que des liens se fassent avec les immigrants des générations précédentes. Et nous, on le voit sur le terrain parce que les associations musulmanes, par exemple, sont fichées quand elles interviennent auprès des réfugiés. Donc non, quand c'est des Blancs qui gèrent les réfugiés, etc., tout va bien, etc., on les fait participer aux réunions politiques. Moi, je ne dis pas que je veux participer aux réunions politiques, ça ne fait pas avancer le schmilblick, hein, les réunions. Mais ils ont le droit de participer aux réunions politiques. Mais nous les indigènes, non, il ne faut pas trop qu'on nous dise comment ça se passe, etc. Donc, il y a cette gestion coloniale. Et c'est là, en fait, que je voudrais dire que, en fait, voilà, c'est ça. Et aussi le fait que des personnes, moi je ne suis pas issue d'un quartier populaire, des personnes qui ont un bon bagage intellectuel, je ne parle pas de moi, hein, mais sont fichées S. Dès que... alors oui, Antonin, j'imagine qu'il y a des fichiers S chez les antifachos, etc., des trucs comme ça. Mais moi, ce que je constate, c'est que sur le terrain des réfugiés, les antifascistes, ils arrivent toujours à s'en sortir, hein, vis-à-vis de la police. Hein. En général, ils vont pas... Alors, Fatera, là, tu nous lances dans un très, très, très long débat et on n'aura pas le temps parce que là, non, mais tu ouvres le truc. Je veux préciser, je veux contredire un peu la camarade. La terreur de la couleur. La terreur de la couleur, c'est aussi la terreur qui est due à la mondialisation et parce que ces petits jeunes figurent le sujet de classe de la mondialisation. C'est pour ça et qui vont balayer l'Occident. Et c'est ça qu'ils ont une terreur du Colored. C'est une terreur. Et c'est une terreur qui repose non pas sur un sujet de classe ici, précisément en France, parce que c'est l'affrontement de la bourgeoisie et du prolétariat qui est aujourd'hui essentiellement Colored au niveau mondial.
C'est pas une chose qu'on oppose le petit prole d'ici à l'émigré. On parle d'un phénomène de classe qui est au niveau mondial. Et c'est cette peur qu'on n'arrive pas que la camarade parle, qui devient impossible à contrôler chez les gens. C'est parce que ce petit gamin, il représente quelque chose qui va balayer le pouvoir de l'Occident. Et c'est pour ça qu'ils en ont peur. Et c'est pour ça qu'ils appliquent une terreur contre eux, mais terrible. Ça en revient à un problème de classe. Et nous, les non-coloreds, où on est dans la lutte avec ce sujet de classe, où on quitte le terrain révolutionnaire, c'est tout. Il n'y a pas de. Mais je veux revenir simplement, avant qu'on termine, sur la situation. Nous allons vers le pire. Nous allons vers le pire. On pense qu'on va sortir déconfinés, là, tranquille. Non, nous allons vers le pire. Et donc, il va falloir choisir aussi là son camp. Le côté de la barricade. Le côté de la barricade. Je te signale qu'ils ont annoncé déjà qu'ils vont fermer les frontières de Schengen pour plusieurs mois. C'est-à-dire que le drame, justement, pour que dit la camarade, le drame de l'immigration clandestine va décupler. Et sans compter les destructions que la crise économique va causer dans les pays les plus faibles. Donc, ils vont imposer une migration supplémentaire. Donc, oui, je veux bien discuter de petits points comme ça, mais je pense qu'il faut prendre conscience que nous allons vers une situation dramatique. Alors, pour éviter de finir sur cette note totalement pessimiste, je vous propose à chacun de faire votre petite conclusion sur justement face au pire qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant et qu'est-ce qu'on doit faire pour le jour d'après. Donc, et sachant qu'on a un peu en retard, une réponse relativement courte pour chacun. Rapidement, moi je trouve que le Covid-19 a fait prendre conscience à une certaine partie de la population de la difficulté d'être enfermée et de la difficulté d'être surveillée, la difficulté de devoir sortir un papier d'identité pour justifier ses déplacements. Et donc, quelque part aussi, il y a quand même des formes de solidarité qui se sont créées. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté, beaucoup. Les appels que je fais à la solidarité pour les migrants ont des retombées assez positives. Donc, je suis assez optimiste sur la capacité de résistance. Je suis assez optimiste quand même sur la capacité de résistance et de rebond de la population. Et en plus, les populations, si on parle des populations opprimées, j'ai envie de dire, elles ont l'habitude, enfin, excusez-moi de parler comme ça, mais ça aggrave leur cas. En ce moment, toute l'économie souterraine, le travail au noir, etc., il y a des personnes qui sont en situation de gros danger. Donc, j'appelle toutes les personnes qui ont un revenu stable, un foyer, un abri, à mettre à l'abri des personnes, à faire des maraudes. C'est pas interdit les maraudes, c'est pas interdit, à condition de respecter les conditions d'hygiène, masques, gants, etc. Là, c'est pas à faire des maraudes, à donner de l'argent à des prisonniers pour qu'ils puissent cantiner parce qu'ils peuvent pas voir leur famille, ils peuvent pas changer d'affaires, etc. Donc non, il y a des réseaux de solidarité qui peuvent se mettre en place. Et je dis je dis encore une fois, pour la population opprimée, j'ai pas envie de dire que ça change rien, mais ils ont l'habitude de résister contre la police. Parfois, ils viennent de pays, excusez-moi, je ne veux pas dire que la France est un pays super sympa, mais ils viennent, si je prends l'exemple des Marocains, je ne veux pas blesser les Marocains, encore une fois, je sais qu'ils sont un peu susceptibles, mais quand ils nous parlent de la répression au Maroc, ils nous disent, écoute-nous, des fois ils reviennent de 24 heures de garde à vue, avec des contusions, des fractures, etc. Moi, je suis complètement choquée. Ils disent, si tu savais comment c'est au Maroc, c'est pas... Voilà. Donc, ils ont développé un esprit de résistance dont on peut aussi s'inspirer, nous. Ils ont développé une plus grande stratégie de résilience. Pour finir, Antonin.
Non, moi, je vais juste rejoindre ce qu'a dit Jean-Marc tout à l'heure en étant un petit peu plus pessimiste aussi. Moi, je pense que cette situation, elle est très problématique parce que on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer à la sortie de ça. Et en fait, ça peut être le pire, mais vraiment le pire, comme aussi ça peut être le mieux. Et donc, pour que ce soit le mieux, ce dont on a besoin là, c'est une mobilisation de chacun. Je rejoins ce qui a été dit par la camarade sur la nécessité des solidarités. En ce moment, il y a des différentes initiatives de solidarité qui se construisent et c'est une nécessité dans le contexte actuel. Et il faut que ces solidarités-là, elles fassent front commun, elles s'unissent pour qu'on puisse s'appuyer sur ces solidarités pour passer dans un autre rapport de force à la sortie du confinement et pas être muselé et pouvoir enfin demander des comptes à ceux qui sont responsables de la situation actuelle. Jean-Marc? Moi, je pense qu'ils ont tout dit. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Là, je crois que le débat, ils ont bien énoncé le problème. Voilà. Eh ben, moi, je suis toujours ce que je t'ai dit. Je pense que quand tu dis on va vers le drame, ça peut être très positif aussi. C'est comment on va en sortir, c'est tout. Comment on va trouver les solidarités et l'action commune pour sortir de ça, quoi. Ouais, face au pire. Alors, eh ben, merci, on va s'arrêter là. Merci à vous trois, merci Antonin, merci Jean-Marc, merci Fatira. Avant de nous quitter, je voudrais dire 2-3 mots. Tout d'abord, de continuer aux auditeurs de partager l'émission, de liker, de s'abonner à la page et les dons si vous le souhaitez. Et je ne peux pas finir l'émission sans avoir un mot et une pensée pour tous les militants incarcérés depuis des années. Alors, il y a des militants célèbres. Il y a Marwan Berkouti, il y a Moumia Abou Jamal, il y a Léonard Pelletier, et bien sûr, on l'a cité, il y a Georges Ibrahim Abdallah, et bien sûr, ce qui ne nous empêche pas aussi d'avoir une pensée pour tous les prisonniers dans leur ensemble. Et enfin, pour finir sur une note un peu plus positive, féliciter Ali Arras, qui est sorti de prison il y a une dizaine de jours. Après avoir passé une douzaine d'années en prison, il a été condamné pour terrorisme après un procès unique et avec des aveux arrachés sous la torture. Donc voilà, je voulais aussi, les auditeurs, la prochaine émission, c'est mercredi. Mercredi, on va parler du cas du Maghreb. Donc mercredi 18h, et pour en parler, on aura Omar Bendera, Ella Yousfi et Omar Reddy. Et ben, écoutez, encore merci beaucoup à vous trois pour cet échange. C'était super. Oui, merci Monsieur Rouillant, merci Antonin. Voilà, c'est riche. Et prenez soin de vous. Il ne me reste plus qu'à souhaiter bonne soirée aussi aux auditeurs et prenez soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup.